Bonjour, cette vidéo va vous présenter les protocoles de la téléphonie IP. Le plan de la présentation, on va d'abord discuter des principes de la communication de TOIP, donc téléphonie sur IP. On va parler des communications unifiées, des codecs, des protocoles de signalisation et on va terminer avec la qualité de la voix sur IP. Les principes de la communication en téléphonie sur IP. Dans la téléphonie sur IP, on utilise deux canaux. Le premier canal va servir à ce qu'on appelle le contrôle. Donc, il va gérer la signalisation et le contrôle comme son nom l'indique. Donc, cette signalisation et ce contrôle peut se faire entre deux équipements IPBX ou il peut se faire aussi de l'équipement IPBX à l'équipement IP qui contrôle. Donc, par exemple, le téléphone IP. Ensuite, on va avoir le canal de voix sur IP qui, lui, établit la communication entre les deux équipements pour transporter la voix. Dans le canal de contrôle d'appel, on va donc retrouver la transmission de la signalisation de supervision, d'adressage et d'information. Au niveau du canal de traitement et de transport de la voix, ce qu'on va retrouver, c'est d'abord la voix qui est échantillonnée, ensuite numérisée, ensuite encodée avec un codec. Le codec, lui, va compresser les données pour réduire la taille des données transmises. Les paquets de voix vont être ensuite encapsulés par les protocoles RTP et UDP et ainsi de suite pour être finalement transportés sur le réseau à commutation de paquets. Si on regarde le processus d'encapsulation d'un appel dans TCP/IP, bon, TCP/IP, la première couche, c'est application, puis à ça correspond le protocole RTP, dont on discutera un petit peu plus tantôt. RTP, c'est lui qui va gérer la communication IP, puis RTCP, c'est un contrôle de la RTP qui, lui, va faire des statistiques pour faire des correctifs. Donc, la première chose qu'on a, c'est nos données, les données compressées et ainsi de suite, auxquelles s'ajoute une petite entête RTP au niveau de la signalisation. À ça, on ajoute la couche transport. La couche transport, elle va ajouter son en-tête UDP. On descend tout ça. Maintenant, on s'en va à la couche Internet. Cette couche-là va ajouter l'entête IP. Dans ce cas-ci, celle qui est illustrée, c'est IPv4, parce que comme on sait, plusieurs des téléphones IP ne supportent pas IPv6, donc ça se fait en IPv4. On descend. Maintenant, on s'en va à la couche accès réseau. La couche accès réseau ajoute son en-tête, l'entête Ethernet, dans ce cas-ci qui contient entre autres l'information sur les MAC addresses. Tout ça s'en va éventuellement sur un réseau Voice over IP, puis on espère va se rendre à notre destinataire. Notre destinataire qui va désencapsuler dans le même ordre les données pour finalement les récupérer et les transmettre vers le combiné. Et tout ça doit se faire suffisamment rapidement pour que les deux intervenants de l'appel n'y voient que du feu. La numérisation de la voix sur IP. Bon, la première étape, vous allez être très étonné, ça prend quelqu'un qui parle. Donc là, on a un signal sonore qui va être capté par un équipement qui a un microphone. Là, ici, on a un microphone sur pied, mais évidemment, c'est normalement dans le combiné que ce microphone se cache. Première chose qu'on fait, c'est la conversion analogique à numérique. On avait déjà discuté. Donc, on prend les échantillons du signal analogique qui varie, puis on prend sa valeur à différents moments. Puis, on les met ensemble. Puis, en reconduisant ces signaux-là, puis avec un petit peu d'électronique, on arrive à reconstituer un signal sonore de qualité à l'autre extrémité. Mais là, on a aussi parlé que ça fait beaucoup de données à transmettre, tout ça, puis on aimerait ça en transmettre plus de canaux possibles. Donc, une des premières choses qu'on va faire pour utiliser efficacement notre bande passante, c'est la compression à l'aide des codecs. Donc, les codecs, c'est des algorithmes, différents algorithmes qui permettent de faire différentes façons de faire de la compression. Ici, il y en a quelques-uns, on va en discuter un petit peu après. Donc ça permet de prendre un gros bassin de données puis de résumer ces données-là en moins de données. Ensuite viennent évidemment l'encapsulation, le UDP, IDP, Ethernet, qui ne sont pas tous illustrés ici. Puis finalement, on va ajouter à ça la signalisation du canal. On a trois principaux que nous, on va regarder. Le H323, qui est un peu vieillot, mais bon, il est encore assez présent pour qu'on en parle. Le SIP, qui est le plus populaire, et le SCCP, qu'on a déjà fait de Cisco. Les communications unifiées. Les communications unifiées vont combiner différents types de communications en un seul système. Bon, si on regarde là, un cas,
on aurait les communications unifiées qui pourraient regrouper de la voix et de la messagerie instantanée. Ça, disons que c'est les deux qu'on rencontre dans pas mal tous les systèmes de communication unifiés. Ensuite de ça, on ajoute différents services, la vidéoconférence, la vidéo tout court, les courriels, l'assistance web. Le fait, là, on est sur le site web, puis on peut avoir de l'assistance en direct via ce site-là. On peut parler ou des fois, c'est juste un canal de communication instantanée avec un employé. On a aussi des carnets de contacts qui peuvent être maintenus. Donc ça, c'est l'ensemble des services qu'on peut retrouver là, dans les communications unifiées, entre autres. Il y en a d'autres, mais c'est les principales. Puis ils ne vont pas tout le temps être tous là. Donc certaines solutions, là, certains systèmes de communication unifiés vont offrir par exemple la voix et la messagerie instantanée, puis d'autres vont en avoir plus. Donc ça dépend vraiment des solutions. Il faut regarder, il y a différents niveaux là, qui sont offerts. Si on regarde Teams, là, Teams, c'est ça de la communication unifiée. Teams, lui, ça va être de la communication unifiée collaborative, parce qu'on ajoute d'autres éléments comme le partage de fichiers, où on va avoir aussi, par exemple, des canaux de travail. Donc, c'est vraiment axé sur la collaboration entre différentes équipes de travail. Donc là, on va parler de communication unifiée collaborative, UCC, dans l'acronyme anglais. Les types de déploiement PBX qu'on va rencontrer. Donc, les types de déploiement de système PBX typiques. D'abord, on a l'ancien PBX qui utilise le Time Domain Multiplexing. On va retrouver le PBXIP avec des lignes PSTN par lesquelles qui vont être interfacées grâce à une gateway voice over IP. On va avoir aussi des fois des PBX IP qui vont avoir des lignes PSTN directement avec une carte téléphonique intégrée. On va avoir des PBX IP avec un SIP trunking. Donc le trunking de SIP, c'est en fait plusieurs lignes SIP regroupées ensemble sur un même canal. On peut voir ça là, comme l'ensemble des VLAN, on avait un trunk de VLAN, ben, c'est la même chose. On peut avoir un trunk de canaux SIP. Et on a aussi le PBX IP avec SIP trunking et SBC. On va voir pourquoi. Et la dernière solution qu'on va rencontrer, c'est le PBX IP hébergé. Ça, on regarde de quoi ça a l'air au niveau des infrastructures. On commence par l'ancien PBX TDM, donc qui utilise le Time Domain Multiplexing. Bien, dans ce cas-ci, on a les infrastructures sont complètement séparées. On peut le voir, là, on a un PBX ancien relié au PSTN qui relie ses téléphones et qui n'est absolument pas interfacé avec notre réseau. On a aussi la solution PBX IP avec des lignes PSTN qui vont se faire via une passerelle VoIP. Donc là, dans cette solution-là, on s'est complètement débarrassé de l'ancien système. On a fait une intégration partielle de la téléphonie dans le LAN. On dit partielle, pourquoi? Ben, parce qu'ici, on a encore un canal PSTN qui est interfacé via un module particulier. Mais on a quand même plus de redondance au niveau, par exemple, du câblage. On a vraiment simplifié à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a une version dans laquelle on se débarrasse du gateway puis on ajoute des cartes. Ici, vous avez une carte. Bon, c'est une carte qui est mixte. Dans ce cas-ci, elle a un FXO puis 3 FXS dessus intégrés, ce qui permet d'interfacer, par exemple, une ligne PSTN, puis on pourrait avoir 3 lignes, vers des téléphones d'ancienne génération. Bon, c'est pas nécessairement parfait comme solution. Des fois, c'est, comme on disait, transitoire, là. Encore là, l'intégration, elle est partielle de la téléphonie dans le LAN, mais on a réduit la complexité. On s'est quand même débarrassé de la gateway ici. On a mis une carte directement sur le serveur. Ensuite vient les PBX IP avec SIP trunking. Bon, là, ça, on regarde bien, le PSTN il est relié, mais via un fournisseur de services en ligne qui, lui, nous envoie ce qu'on appelle un SIP trunking. Donc, nos lignes nous arrivent par le protocole SIP vers notre réseau. Puis, trunking, parce qu'habituellement, on a plusieurs lignes qui vont être commutées de cette façon-là. On pourrait en avoir seulement qu'une. On pourrait parler de SIP line à partir de là, mais la plupart des entreprises vont avoir plus d'une ligne. Donc, on va parler de SIP trunking. À ce niveau-là, on peut dire que l'intégration est complète de la téléphonie dans le LAN. Parce que là, si on regarde ici, là, on n'a plus aucun équipement sur les lieux de l'entreprise qui est dédié aux anciennes lignes téléphoniques. Donc, c'est vraiment que sur notre réseau IP que tout se passe. Mais on a un problème. C'est que pour la sécurité, on a dû ouvrir des ports pour être capable de passer le SIP à travers. Donc, au niveau de la sécurité, on a créé une brèche. Cette brèche-là,
c'est pas est-ce qu'elle va être exploitée, c'est quand elle va être exploitée. Donc, c'est sûr qu'elle va être exploitée si on laisse ça comme ça. Donc, il y a un risque de sécurité qui est causé par l'ouverture SIP dans notre pare-feu, qui, lui, n'est pas capable de traiter le SIP. Il n'a pas été conçu pour ça. Ce n'est pas ses fonctions à lui. Un peu comme le firewall n'est pas capable de faire l'analyse du contenu des requêtes DNS. Hein? Donc, ça prend un appareil supplémentaire pour faire cette analyse-là. Et cet appareil supplémentaire-là, c'est, dans le cas de SIP, c'est le SBC pour Session Border Controller. Donc, lui, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau du firewall, on dirige tout le contenu, toutes les transactions SIP, puis ici, les transactions SIP vont être transmises vers cet équipement-là à partir de IP-PBX. Donc, tout ce qui est SIP va être transmis vers le SBC, qui lui va s'assurer que tout est conforme. Donc, à ce niveau-là, on rend notre pirate malheureux. Il ne peut plus rien faire. Et c'est aussi le choix de l'éditeur. L'éditeur, c'est moi en passant. Donc, parce qu'on a ici une intégration complète de la téléphonie dans le LAN et une bonne sécurité. Donc, si tout est bien fait pour le reste aussi, évidemment. Donc là, on a un système très intéressant. On a un système moderne avec des options modernes, un coût réduit d'opération parce que l'interface PSTN avec le SIP trunking, ça revient normalement moins cher, beaucoup moins cher même, que des lignes dédiées spécifiques. Et on garde un très grand contrôle. Donc ici, c'est nous qui a le serveur, on choisit vraiment les options qu'on a, puis on peut faire des changements, des ajouts assez facilement sans besoin de consulter personne ni de modifier nos frais à l'interne. On a le PBX IP hébergé. Donc lui, quand même, c'est une intégration complète de la téléphonie dans le LAN et une solution de communication unifiée hébergée. Bon, lui, ce qui arrive, c'est qu'on a déménagé le PBX-IP sur les serveurs d'une autre entreprise. Donc, un fournisseur de services qui s'occupe de ça pour nous. Donc, c'est lui qui, à partir de ses propres équipements, va faire les liaisons vers des lignes réelles. Par exemple, si on a des appels qui arrivent par des anciens numéros de téléphone et qui va faire les liaisons. Donc, aussi, tout ce qui concerne le PBX-IP. Donc, évidemment, il faut avoir une bande passante adaptée à ça. Ici, je vous ai mis une fibre optique pour qu'on ait beaucoup de bandes passantes, pour qu'on soit capable de supporter tout ça. Bon, c'est pas le choix de l'éditeur, vous pouvez remarquer, hein, malgré le fait que normalement, c'est la solution qui s'avère la plus économique. On s'est quand même libéré de certains équipements. On n'a plus le IPPBX sur les lieux, on n'a plus non plus le SBC. Puis souvent, au niveau des forfaits, ça se ressemble avec les SIP trunking. Donc, en bout de ligne, on économise. Mais ce n'est pas mon choix. Pourquoi? Il y a plein de problèmes par rapport à ça au niveau de la sécurité. La sécurité des données devient externe, puis c'est quand même sensible les communications téléphoniques d'une entreprise. Ensuite, on a moins de contrôle parce que là, tout fonctionne par forfait. Fait que là, ça dépend des forfaits que tu as, donc les services que tu vas avoir, c'est pas vraiment toi qui choisis. Dans le cas de SIP trunking, les lignes sont externes, sont interfacées vers l'intérieur. Mais après ça, à l'intérieur, ça dépend vraiment du serveur qu'on utilise puis des fonctions qu'on a activées. Donc, normalement, on arrive à des coûts pour des très gros forfaits complexes. C'est plus intéressant quand on le contrôle à l'interne. On a plus de liberté. Donc, on a plus de contrôle à l'interne avec la solution, avec le SIP trunking sécurisé. Mais aussi, il y a la stabilité des fournisseurs qui est actuellement inconnue. Donc, ça va, ça vient. Il y en a qui disparaissent du jour au lendemain. Imaginez votre entreprise, du jour au lendemain, plus de fournisseurs. Et boy. Donc, tandis que si on revient avec la solution avec le SIP trunking puis le SBC, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir plusieurs fournisseurs de SIP trunking. Par exemple, nous, à l'interne, on peut gérer, on peut avoir plusieurs sources puis dire, je sais pas, on va donner un exemple, un fournisseur A sur lequel on met 30% de nos lignes, fournisseur B, un autre 30%, puis fournisseur C, 40% de nos lignes, de nos postes. Donc, pour les lignes externes, puis on distribue ça pour l'extérieur. Je vous rappelle que les communications internes sont toutes gérées par le même serveur de toute façon. C'est plus pour les communications à l'externe que c'est nécessaire. Que le fournisseur A ferme, ça ne nous fait absolument rien. On reste à 70% opérationnel pour nos lignes externes. On y voit qu'il y a du feu. Dans l'autre cas, on perd complètement tout. Dans ce cas-ci, on perd nos communications internes aussi, en plus des communications externes. Donc ça, c'est pas vraiment la solution que je recommanderais. Maintenant, les codecs.
Les codecs, c'est quoi? Bon, je l'ai dit un petit peu tantôt, les codecs, c'est des algorithmes de compression des données multimédia. Ça peut s'appliquer au son, aux images et à la vidéo, multimédia. Un exemple de codec pour les images, c'est le JPEG, que vous avez probablement déjà vu. Mais regardez ici, j'ai deux images. Une des images est compressée et passe de 800 kilooctets à 102 kilooctets. Laquelle est compressée, laquelle n'est pas compressée? Laquelle est la version compressée de l'autre? Si on les regarde les deux, là, puis qu'on est vraiment honnête, on dit, ouais, ça se ressemble énormément. Bon, l'œil aguerri en image verra qu'ici, les contrastes sont plus détaillés. Donc ici, on a un petit gain au niveau. On peut supposer que ça, c'est la version non compressée. Ça, c'est la version compressée. Mais on s'entend-tu que ça se ressemble pas mal, hein? Puis que si on le regarde rapidement, on ne voit pas vraiment la différence. Donc, effectivement, ici, c'était une version en BMP. Ici, c'est la version en JPEG, qui est 8 fois plus petite. Puis on a la même chose en audio. On est capable de passer d'un contenu, de le réduire considérablement, puis que la différence soit à peine notable. Au niveau de la compression de la voix, on va regarder le processus à partir du début. D'abord, on fait la numérisation de la voix avec PCM. PCM, c'est Pulse Code Modulation. Donc, c'est une représentation non compressée. La qualité du signal généré dépendra de deux éléments. D'abord, l'intervalle des échantillons et ensuite, le nombre de bits pour représenter les échantillons. Ici, vous avez une comparaison dans laquelle en haut, j'y vais avec 16 niveaux et en bas avec 4 niveaux. Bon, les deux signaux bleus, là, qui sont les signaux codés PCM, ils suivent quand même le signal analogique, mais honnêtement, celui qui est dessus ressemble pas mal plus que celui qui est en bas. À ça, les gens sont arrivés et ont dit ouais, mais regarde, au lieu de coder systématiquement chacune des intensités, ce qu'on pourrait faire, c'est, parce que normalement, un signal analogique varie par rapport au signal précédent. C'est pas des tout ou rien tout le temps, hein, c'est pas comme une onde carrée. Ils disent, ben, au lieu, on pourrait coder juste l'écart entre les différents signaux. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le AD-PCM. Adaptative Differential Pulse Code Modulation. Differential parce qu'on s'intéresse à la différence d'un point à l'autre. Au lieu de coder l'intensité complète, donc l'amplitude complète, on fait juste coder la variation. Mais là, ça fait qu'on a besoin de beaucoup moins de données pour coder avec la même qualité. Donc, la représentation, c'est la variation du signal, puis normalement, on a un facteur d'un tiers par rapport au codage. Donc, ça, on prend les 16 niveaux, puis on n'en utilise que 5 ou 4 là, dans ce cas-ci à peu près. On est capable d'avoir un codage semblable avec le AD-PCM au niveau de la reconstitution. Fait que la distorsion va être semblable dans le codage AD-PCM qui est codé avec un tiers des bits qui seraient utilisés pour le PCM de base. Donc, c'est une première façon de coder. Ici, il n'y a pas vraiment de compression, il y a une légère perte. La perte se voit surtout au départ. Donc, quand on démarre un signal, ben, vu qu'on est capable juste de coder une certaine variation, ça prend quelques échantillons avant de rejoindre le niveau milieu. Mais ce n'est pas vraiment perceptible au niveau de l'audio parce que c'est au début d'une conversation. Ensuite de ça, on a l'autre approche qui utilise cette fois-ci le contenu fréquentiel. Des quantités aussi grandes que ça, mais avec la DCT, avec un facteur de 1/32e, on arrive à avoir une très bonne qualité sonore et c'est le secret des MP3. Donc, eux transfèrent juste les fréquences qu'ils observent dans une fenêtre de signal et les intensités relatives des différentes fréquences, puis ils prennent que les principales. Donc, ils laissent faire certaines des fréquences qui sont peut-être moins importantes. Puis, au niveau de la reconstitution du signal, pour même la musique, ça donne quand même des bons résultats. Maintenant, le choix d'un codec. Parce que là, vous vous dites, ben, pourquoi pas choisir tout le temps que le DCT? C'est le meilleur. Ouais, mais c'est difficile le DCT. C'est très difficile à calculer. Donc, le choix d'un codec repose sur d'abord l'objectif de qualité du son, mais aussi par rapport aux ressources qui sont disponibles. Les codecs qui utilisent AD-PCM sont rapides parce que eux, ben, ils ont besoin de peu de ressources processeurs. C'est relativement facile d'évaluer la variation, la différence entre deux échantillons, puis de juste coder cette variation-là. Il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de calcul compliqué pour y arriver, comparativement à la DCT qui demande beaucoup de manipulation sur des tableaux de données. Le taux de compression est moins bon, parce qu'évidemment, dans ce cas-ci, on atteint au maximum un tiers.
Puis on a plus de données pour la qualité équivalente des approches plus complexes, comme par exemple avec la DCT. Les codecs qui, eux, utilisent des algorithmes plus complexes, comme la DCT, eux requièrent beaucoup plus de ressources. Le taux de compression, par exemple, il est très bon. Donc, on atteint des taux de compression là, 10 fois plus grands qu'avec l'AD PCM. Des fois, ils vont combiner différentes techniques aussi ensemble pour atteindre des taux de compression encore plus grands. Mais comme on disait, là, ça prend souvent beaucoup de mémoire et beaucoup de puissance processeur. Bon, il y a une latence du traitement qui est plus grande. Puis ça aussi, ce n'est pas souhaitable en temps réel, hein, parce qu'on veut que la conversation se fasse presque instantanément. Mais le problème avec les codecs, je vous ai dit, au fond, au niveau de la DCT, il va analyser par fenêtre de points. Tandis que la DPCM, elle, a réagi d'un point à l'autre. Donc, la transmission des données est presque instantanée. C'est juste le groupement de données qu'on envoie. Au niveau de la DCT, c'est un petit peu plus long parce que là, il faut avoir la fenêtre de points, faire le traitement et ensuite l'envoyer. Donc là, ici, il y a une petite latence qui s'introduit. Puis je dis petite, qui peut être quand même assez grande. Donc là, il faut bien contrôler ça. Par exemple, on ne pourrait pas avoir un groupe de points pendant une seconde. Une seconde, la personne s'en rendrait compte à l'autre bout. C'est beaucoup trop long entre le moment où elle a parlé, l'autre le reçoit, puis que la réponse nous revient. Comme je disais, là, ça va donner l'impression de parler avec quelqu'un sur la Lune ou sur Mars. Là. Les critères de sélection. Donc, la fréquence des échantillons, le nombre de bits pour représenter les échantillons, l'algorithme de compression qu'on va utiliser, la grosseur des paquets qu'on peut envoyer. Alors ça aussi, ça dépend là, du média qu'on utilise. La détection et la correction des erreurs, parce que ça aussi, on peut intégrer ça à l'intérieur. Donc, on peut corriger, détecter des erreurs, surtout là, quand on a des paquets qui sont transmis séparément, mais éventuellement, peut-être que l'information reconstituée, on fait un algorithme, puis on fait, ah ben, il y a une petite erreur ici, mais on la corrige de façon mathématique. Le choix d'un codec. Les fréquences communes pour la voix, on va avoir de 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz. 48 kHz, celui qui nous offre une meilleure qualité. Puis là, comme on peut voir ici, c'est l'équivalent d'échantillonner plus ou moins souvent. Puis là, on regarde ici un faible taux d'échantillonnage, même s'il est codé avec le même nombre de bits, ben, va nous donner des variations là, plus carrées. Ici, on a le même niveau de codage, mais ici, on va échantillonner plus souvent. Puis la reproduction numérique, en tout cas, est plus fidèle au signal original. L'oreille humaine détecte normalement des fréquences de 20 Hz à 20 kHz. La voix humaine, elle, va varier entre 110 Hz et 7 kHz, mais ça, c'est des voix très aiguës, donc on va retrouver la principale composante de la voix jusqu'à 4 kHz. Les lignes téléphoniques avaient une bande passante d'environ 3,4 kHz. Puis là, on l'entendait, hein, les voix étaient un petit peu transformées dans les anciennes lignes téléphoniques. C'est pourquoi il était difficile de distinguer certains mots comme les S et les F sur les lignes téléphoniques. Puis c'est pour ça que quand on disait, on épelait par exemple un code postal, il fallait habituellement après ça dire S comme Sophie, par exemple, pour que la personne ait bien compris la lettre qu'on avait prononcée. Si on fait une comparaison des codecs communs qu'on a en voix sur IP. Donc les noms, un des plus communs qu'on a, c'est le 711 qui est sur les appareils même anciens. Donc il fonctionne avec du PCM. Son bitrate, le nombre de kilobits par seconde, c'est 64 kilobits par seconde. Son échantillonnage est à 8 kHz. Puis là, ici, on a une mesure. Bon, parce que là, comment on compare ça, là, la qualité de nos algorithmes les uns par rapport aux autres? Donc, ce qu'ils ont fait comme indice, puis ça, ben, c'est plus ou moins difficile à les mettre en relation parce que souvent, ce n'est pas nécessairement les mêmes études qui les ont mis en relation. Ben, parce que des nouveaux ont été testés, pas nécessairement avec le même groupe de référence qu'au début, puis pour les mêmes comparaisons. Par exemple, ils ont comparé le 726 avec le 729, mais ils n'ont pas comparé avec le 711. OK? Donc là, ici, les groupes, des fois, ça peut donner des petites variations d'une étude à l'autre. Donc, mais on appelle ça le Mean Opinion Score parce que c'est basé vraiment sur un panel qui dit de 1 à 5, 1 étant mauvais, 5 étant excellent, la qualité audio des signaux reconstitués. On a aussi le délai de la compression en millisecondes. Donc, combien de temps que ça prend là, entre l'échantillonnage puis la compression des données. Puis au niveau de la complexité en millions d'instructions par seconde qu'on va avoir besoin. Donc ça ici, plus c'est petit, mieux c'est pour les petits processeurs qui ne sont pas capables de faire grand-chose. Donc ici, on dit beaucoup plus petit qu'un parce que c'est très, très facile le PCM de base. Et on peut voir le plus complexe là, qui serait ici le Silk mélangé avec le Celt. Donc qui est comme
un codec qui a été créé par Skype ici, puis qui a aussi une transformation au niveau de l'énergie. Donc, pour optimiser, c'est le nom de ce codec-là, c'est Opus. Bon, un autre qui est quand même assez intéressant, puis là, on peut regarder ici au niveau des mesures, parce qu'on ne veut pas un milliseconde trop long, parce que si le milliseconde, comme le 38 puis le 30, là, sont bien le fun, là, parce qu'ils ont des qualités intéressantes, puis ils ont des taux de compression intéressants, là, de 6 ici, kilobits par seconde à 6,3, là, quand même, c'est des beaux taux. C'est un dixième, là, hein, pour un élément comparatif pour le PCM. C'est un dixième des données au niveau de la bande passante. Mais au niveau, par exemple, des délais de compression, bien là, on est à 38. Donc, on risque éventuellement d'atteindre la limite au niveau de la qualité pour l'effet au niveau dynamique. La complexité, ben, lui, un peu plus complexe, quand même moindre que celui de Silkicep. En passant, le A-CELP a été développé par l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un petit bébé de chez nous, ça. Mais bon, dans les bons qui sont quand même assez performants, on peut déjà regarder le 722. Le 722, ce qui est intéressant, là, c'est vraiment l'AD-PCM. Il est très simple. Il n'y a pas beaucoup de complexité de 5, puis un très, très petit délai au niveau de la compression. Qualité sonore relativement bonne. Puis, bon, il garde la même bande passante, mais il a doublé le sampling rate ici. Donc, quand même, ça, c'est intéressant aussi là, au niveau du AD PCM. Sinon, il y a le 726 qui est encore du AD PCM, puis qui lui a des baud rates qui vont varier de 16 à 40. Donc, on est beaucoup plus bas hein, que le 64 du 722, mais ce n'est pas toutes les versions qui supportent le 726. On est à 8K, puis bon, on a des résultats variables. Mais regardez ici, là, on approche dans le 40 kilobits par seconde. On approche, dépendamment du traitement qu'on fait, là, celui du PCM de base. On a quand même une plus petite bande passante. Même celui à 32, la moitié de la bande passante de l'autre, atteint quand même une qualité sonore de 4, complexité puis temps là, vraiment intéressant. Donc ça, le 726, ça peut être intéressant, surtout si on a un processeur qui n'est pas capable de faire de la compression de façon rapide. Donc là, on a une idée peut-être un peu plus. Là, quand on voit le 711, le 722, le 726, on sait que c'est pas trop exigeant pour les processeurs. 723, ça commence à être plus exigeant. 29, puis Opus, là, c'est des algorithmes de codage un peu plus complexes. On les regarde ici, là, comment ils se placent. Là. On a une façon graphique démontrée entre la qualité puis le débit exigé. Fait qu'on voit notre groupe, le 711 ici, un peu dans le top. On a le 726 qui est équo avec le 727, puis on s'en vient ici vers le 729 qu'on avait vu aussi. Le 723.1, celui de l'Université de Sherbrooke, cette classe ici. Donc on peut essayer de visualiser entre eux. Il y en a d'autres qu'on n'a pas passé, il y en a beaucoup en fait des codecs. Je vous ai nommé les plus populaires. Un autre élément qu'on peut prendre en considération, ça pourrait être la grosseur des trames. Donc c'est un autre élément peut-être à prendre en considération. Ici, on a un autre tableau qui nous met en relation ces éléments-là. On a différentes aussi façons de faire au niveau du 723.1. On a différents 726 qui sont utilisés avec différents kilobits. Puis ben, ça nous donne là, différents types de compression, la complexité, tout ça. Donc, c'est une autre façon de présenter là, les mêmes informations au niveau des comparatifs. Puis ben, ça se peut aussi que les indices soient un peu différents du tableau précédent. C'est deux sources différentes. Les protocoles de signalisation. La signalisation de la téléphonie sur IP. Donc, on se souvient, là, on avait vu le modèle où les deux postes doivent échanger des informations, s'adressent au serveur pour savoir où se trouve l'autre. Et une fois que c'est fait, s'échangent quelques informations quand même entre les deux hein, pour établir ben, justement quel codec ils vont utiliser, des choses comme ça. Bon, les protocoles de signalisation. Les trois principaux sont le H323, qui vient de l'International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector, donc le ITUT. Il va inclure les sous-protocoles H225, H235 et H245. C'est un protocole relativement complexe et qui est un peu à l'abandon maintenant, mais on le retrouve encore parce qu'il était quand même assez répandu. C'était dans les premiers gros protocoles. On a le SCCP, qui est le Skinny Call Control Protocol. Donc, c'est pour ça, des fois, on dit juste Skinny pour les amis. C'est le protocole propriétaire de Cisco. Il est léger, il est simple à comprendre, mais il est limité à Cisco. Finalement, on a SIP
pour Session Initiation Protocol, donc le SIP, qui est le numéro 1, le choix de l'éditeur encore une fois, cette fois-ci. Bon, lui vient de l'Internet Engineering Task Force, puis il est simple à comprendre et sans doute le plus répandu. Alors, le H323, comme on avait dit, qui venait de l'ITUT. Alors, ce protocole va permettre de décrire les périphériques qui vont permettre les services de communication multimédia sur des réseaux à commutation de paquets qui pourraient ne pas garantir la qualité de service. Le support de l'audio est obligatoire, mais les données et la vidéo sont optionnelles dans les recommandations. Donc, pour être H323 de base, il fallait au moins supporter l'audio, évidemment. S'ils sont supportés, ils doivent rencontrer certaines spécifications afin d'assurer le support sur le réseau. On parle ici, évidemment, des données et de la vidéo. Ils utilisent le port 1720. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'activités sur le standard dans les dernières années. Il est encore présent, mais étant donné la popularité de SIP, il est un peu à l'abandon. Ensuite, on a le Skinny Client Control Protocol, qui est de Cisco, comme on avait déjà dit. Donc, c'est propriétaire Cisco qui avait acheté ça en fait de Celsius. Il est très répandu aux États-Unis. Bon, au niveau mondial, Cisco occupe environ 20% du marché mondial de la voix sur IP, selon une étude de Enlift. 75% des clients de Cisco sont aux États-Unis. Bon, c'est pas bien surprenant, c'est une compagnie américaine, donc c'est un très gros joueur en Amérique du Nord, Cisco, occupe, comme on disait, une très grande partie du marché américain. C'est à peu près la même chose au Canada. Là, vous allez dire, mais monsieur, 75%, 5%, ouais, mais attention, c'est 75% des clients, 5% des clients. Je vous rappelle qu'on est à peu près 1/10 de population au Canada par rapport aux États-Unis. Fait que les proportions ici, oui, c'est un petit peu moins populaire au Canada, mais à peine moins. Si on regarde au niveau proportionnel. Bon, il est non standard, hein, c'est quelque chose qui est propriétaire Cisco, comme on disait. Il utilise RTB pour le transport, il est facile à lire, puis il utilise le port 2000. Et comme on a déjà vu, il est très simple à mettre en place avec CME dans les routeurs. Au niveau de SIP pour Session Initiation Protocol, bon, une des normes qui le définit, c'est le SIP RFC 3261 et beaucoup d'autres petites variations. Il est au niveau de la couche application. Le protocole a été développé par l'IETF pour initialiser une session de transmission multimédia, voix, vidéo, clavardage, jeu, réalité virtuelle, donc il est vraiment adapté aux besoins d'aujourd'hui. Supporte l'étiquetage des noms et la redirection, ce qui permet de recevoir et transmettre de partout. Comme on avait vu au niveau de la qualité de service, c'est très important. Il est très simple et c'est ce qui a conduit à sa popularité comparativement au H323 qui a été mis à l'abandon et utilise le port 5060. Au niveau des protocoles de transport de la voix, il n'y a pas grand-chose en réalité. On utilise tous le Real-Time Transport Protocol. C'est un protocole qui est utilisé pour le transport des données en temps réel comme la voix sur IP. On a aussi, des fois, dans la documentation, un autre protocole qui apparaît, qui est le RTCP, qui est le Real-Time Transport Control Protocol. Et quand est-ce que c'est quoi la différence? En fait, c'est un protocole qui est partenaire de RTP. Lui est responsable de structurer les données statistiques. Donc, lui analyse la qualité des transmissions, le nombre de transmissions, le nombre d'échecs, ainsi de suite. Puis, ça va lui permettre de faire des rétroactions vers RTP pour faire des variations sur le comportement de RTP. La qualité de la voix sur IP. On a divers problèmes au niveau de la qualité de service pour la voix sur IP. D'abord, la gig. La gig, c'est quoi? Le temps de propagation sur le réseau de l'entreprise est relativement stable s'il n'est pas congestionné. On le sait. Donc, pour ça, ce n'est pas trop un problème au niveau de la gig. Le problème survient plus au niveau d'Internet, qui, lui, ne garantit pas la qualité, comme on s'en souvient. Les chemins vont aussi pouvoir varier. Les délais de réception vont donc être variables, puis même l'ordre va être variable. Donc, si on regarde ici, on a au niveau de l'émission. Sur le réseau, ça se passe quand même assez bien. Nos paquets sont réguliers aux 20 millisecondes. Et puis là, ils rentrent dans le nuage. Puis quand ils ressortent, c'est le bordel. Ils arrivent, bon, au début, ça va bien. Puis là, tout d'un coup, il est un petit peu plus en retard. Pire que ça, dans ce cas-ci, le retard est grand, mais pas juste ça. C'est même pas le 4 qu'on reçoit, on reçoit le 5 avant le 4. L'ordre et les temps ici vont varier. Bon, comment on fait pour corriger ça? On ne peut pas jouer ça, là. Les choses n'arrivent même pas dans le bon ordre ni au bon rythme.
Bon, pour être capable de jouer ça, parce que l'audio, on ne peut pas le jouer, là, je te joue tout ça d'un coup, là, ça ferait des variations dans le pitch. Les gens se mettraient à parler super vite, puis à un moment donné, hop, à un moment donné, ils ne parleraient plus vite. Ça serait n'importe quoi. Donc, pour que ça joue de façon continue, on va devoir le jouer à peu près aux 20 millisecondes, comme il a été transmis au départ. Pour compenser cet effet de gig-là, le gig, là, le jitter là, ici dans la variation des temps, les équipements Voice over IP vont utiliser des tampons de réception. Donc, ils vont prendre ça en mémoire, hein, une couple comme ça en mémoire. Ça va permettre de, premièrement, de rejouer, de retransmettre avec un rythme semblable à celui de l'émission et aussi ben, de réordonner dans le cas où ils sont arrivés de façon désordonnée. On a deux situations. D'abord, si on a un tampon de gig qui est trop petit, ben là, on va avoir plus de paquets qui vont être abandonnés, ce qui va réduire la qualité de l'audio. On a un certain nombre de paquets qu'on peut abandonner, puis au niveau mathématique, faire des analyses de signal, puis déterminer c'était quoi les échantillons qui nous manquent. Mais ça va quand même affecter la qualité audio. Ensuite, on a l'autre situation où le tampon de gig est trop grand. Donc, on ramasse trop d'échantillons avant de commencer à les rejouer. Là, le décalage des signaux peut rendre la conversation difficile, hein, pas très agréable. Les gens ont l'air d'être sur Mars. Le maximum, normalement, qu'on va viser, c'est 30 millisecondes de captation des échantillons. Bon, ici, évidemment, ça a été représenté sur une plus grande intervalle. C'était juste pour illustrer le concept. Les délais dans les communications distantes sont causés par d'abord le temps de propagation des signaux et le temps de traitement des divers équipements sur le chemin de cette propagation. Selon la recommandation de l'ITU TG.114, ce délai ne devrait pas dépasser 50 millisecondes. Bon, ça, après avoir fait des analyses sur des groupes, se sont rendus compte que si l'intervalle entre le moment où je parle et que l'auditeur écoute et que lui peut ainsi répondre, hein, fait que là, on va voir 150 millisecondes d'un bord, 150 millisecondes de l'autre, ben, les gens ne se rendent pas compte ou notent à peine l'effet de délai. Au-delà de 150 millisecondes, ça devient notable, puis c'est considéré de mauvaise qualité. La perte de paquets, c'est la principale cause d'une mauvaise qualité audio. On sait que les processeurs DSP, donc les DSP, c'est Digital Signal Processor en anglais, peuvent remplacer les paquets manquants dans une certaine mesure. Hein, ils ne peuvent pas non plus faire de miracle. On pourrait voir éventuellement l'intégration de l'IA pour améliorer les performances, mais déjà là, je vois tout de suite le mal qui s'installe dans tout ça. Alors, les principales causes de la perte de paquets, c'est quoi? Ben, la congestion du réseau, c'est la cause numéro 1. Hein, les paquets sont simplement abandonnés, trop de congestion. Ensuite, ben, il y a l'erreur de transmission suite à un trouble physique, hein, un équipement. Il y a une gigue excessive aussi sur les systèmes qui peuvent causer des pertes. Hein. On a dit, s'ils sont trop en retard, les tampons vont juste oublier les paquets et passer à d'autres choses. Les délais excessifs totaux aussi pourraient causer l'abandon de certains paquets. Comment on fait pour mesurer les performances? Bon, il y a différents outils, vous en connaissez sûrement certains. Fait que les tests de dépit en ligne sont un bon indicateur pour les performances de notre liaison sortante. Ici, je vous ai mis en bas les différents tests que j'ai utilisés dans les images qui vont suivre. Donc, d'abord, le test que j'ai utilisé, c'est le 88.com. Bon, ce n'est pas le même que vous êtes habitué peut-être d'utiliser, mais lui, je l'aime bien parce qu'il met, entre autres, le jitter, donc qui n'est pas nécessairement disponible dans toutes les analyses de temps. Parce que lui, évidemment, il est spécialisé pour la voix sur IP. Fait que là, c'est spécialisé pour ça avec la latence, le jitter, puis ben, les vitesses aussi de transfert en mégabits par seconde. Sinon, il y a des outils de mesure pour l'interne. Parce que là, ça c'est beau, c'est pour l'externe, mais pour l'interne, qu'est-ce qu'on a? Bon, si on a de l'argent, on peut toujours se payer le LX Chariot de Keysight. Sinon, ben, il y a d'autres outils comme NetStress qui nous permet de faire une analyse, là, entre autres sur le sans-fil, puis aussi sur les liaisons physiques. Donc, lui est très intéressant, quand même assez utilisé. La qualité de service va permettre d'optimiser la bande passante pour le trafic VoIP. Donc, c'est vraiment la réponse au problème qu'on vient d'énumérer. Si on regarde ici une situation où on n'a pas de qualité de service, on a différents multimédias puis jeux qui sont combinés. Là, ici, dans le premier type de trafic, on a les courriels puis la navigation, là, des affaires moins intéressantes qui se passent sur le web, puis la voix sur IP. Puis on n'a pas de qualité de service, donc ça arrive par email, puis c'est géré un petit peu à la qui mieux mieux. Ici, on peut voir que, par exemple, à 3 reprises, là, ben, en fait, dans 3 situations, on a eu des pertes. Bon,
On peut dire que ça ici, c'est pas très grave parce que souvent, mettons Netflix, il fait du tampon aussi, donc il pourrait compenser pour des interruptions, qui durent pas trop longtemps au niveau de la transmission des données. Au niveau des jeux vidéo, c'est peut-être moins vrai, c'est assez temps réel, donc là, ça pourrait être un problème là, pour, le plaisir dans certains jeux et mais on a aussi ici, au niveau de la voix sur IP, qu'il y a eu une interruption, donc ça, évidemment, c'est pas souhaitable, là. On aurait une très mauvaise qualité audio, à cause de cette approche-là qui a aucune qualité de service. Avec la qualité de service, comme on sait, ben là, on pourrait gérer puis dire, ben moi, je garantis tout le temps la voix sur IP pour cette quantité de données-là. Puis, même chose pour le multimédia. Donc, on a un flot continu de données. Bon, c'est au détriment des courriels et de la navigation qui prendront plus de temps parce qu'ils se voient attribuer un petit peu moins de temps. Donc, avec la qualité de service, on est capable de réguler tout ça puis d'assurer là, une bonne qualité, autant pour l'audio que, par exemple, les éléments qui fonctionnent en temps réel. On a donc vu ensemble les principes de la communication de la téléphonie sur IP. On a vu les communications unifiées, les codecs, les protocoles de signalisation et finalement la qualité de la voix sur IP. À bientôt dans une prochaine vidéo.